On s'en allait pour un camp. Là, on parle de quoi? Ben, je vais regarder ma petite feuille. Toi, tu prends des photos. Ben, juste faire une petite photo, là, pour que vous l'ayez en souvenir. Alors, moi, je suis née à Rigaud, de parents cultivateurs, mais très tôt, on s'en est venu au village, comme on disait dans le temps. Alors, j'ai été à l'école initiée par les Sœurs de Sainte-Anne. Et à Rigaud, il y avait une école normale où on devenait enseignante. Alors, j'ai suivi mon cours, je suis devenue enseignante. J'ai pratiqué cette profession pendant 10 ans, jusqu'à mon mariage. En se mariant, on s'en est venu à Dorion, dans notre maison. Mon mari venait d'être engagé par M. Paul Gérin-Lajoie pour travailler pour son journal L'Écho. Alors, tranquillement, j'ai pris goût au journal, à l'hebdomadaire, au journal régional. Et puis, c'était quand même un journal à connotation politique, à saveur libérale, pour contrer le journal Union nationale du temps. Puis mon mari était tanné de voir, tu sais, durant l'année, il fallait pas parler des gens qui étaient trop Union nationale parce que le journal ne l'était pas. Lui, il voulait, entre deux élections, qu'on parle de tout le monde, qu'on soit ouvert à tout ce qui se passait, que les gens d'un autre parti politique soient nommés, soient reconnus pour leur qualité. Alors, il commençait à exister au Québec les journaux gratuits, à distribution gratuite. Alors, il est allé voir les premiers responsables au Québec, puis il a fondé le journal L'Étoile. Au début, on avait 14 000 copies distribuées gratuitement dans Vaudreuil-Soulanges, en partant de Rigaud, Rivière-Bonnette, Île-Perrot, et même un petit peu Saint-Anne-de-Bellevue. Et puis, notre journal, évidemment, au début, il était pas volumineux parce on ne vivait que de la publicité. Les gens annonçaient, mettaient leur carte d'affaires, annonçaient leur commerce. Alors, au début, on ne vivait pas grassement, mais peu à peu, on est devenu ce qu'on appelle le journal du peuple. Moi, j'ai eu une petite chronique qui s'appelait Une étoile maudite. Là, je parlais de monsieur, madame, tout le monde, d'un baptême, de mariage, d'un bon coup, de mauvais coup, une farce, un deuil, tout y passait. Et les gens ont aimé ça. Les gens de Vaudreuil-Soulanges aimaient ça, là, ces petites nouvelles brèves, là. Contrairement à de grands dossiers là, qui n'en finissaient plus, puis qui n'étaient réservés qu'à une certaine élite qui avait fait des études et puis qui pouvait comprendre, tu sais, l'administration ou la politique dans son fond, là, tu sais. Alors, notre petit journal L'Étoile a commencé tranquillement à prendre sa place, puis à prendre sa place, au point que M. Gérin-Lajoie s'est départi de son journal L'Écho, il a été vendu. Puis là, le journal L'Écho, qui est un journal vendu à l'époque, là, perdait des plumes tranquillement. Alors, mon mari l'a acheté à un moment donné. Alors, on s'est trouvé avec le journal L'Étoile qu'on avait fondé et le journal L'Écho. Il en a fait un bi-hebdomadaire. Un sortait le mardi, l'autre le jeudi, ou vice-versa, je me souviens plus. Et puis, on a continué comme ça une vingtaine d'années, là, tu sais. Alors, mais ça a été une belle réussite, là. On a été fiers. Puis, ça m'a permis de connaître des gens de toute la région par ma chronique, les gens. Puis, quand il y avait un téléphone, quelque chose, la secrétaire me les passait à moi. C'est moi qui. Alors, j'étais au courant de toutes les nouvelles. Je passais la personne à une journaliste qui était plus formée que moi. Moi, j'étais une institutrice devenue journaliste, tu sais, qui savait écrire toutefois, là, tu sais. Alors, ça a été une belle aventure qui a duré pendant 20 ans, et puis on en est fiers, puis les gens nous en parlent encore. Il y a même un monsieur, Lucille Félix, qui m'a apporté une chronique que mon mari avait écrite dans le journal L'Étoile, je sais pas quand. Il avait parlé de son fils, puis ça, les gens en étaient fiers quand on parlait, quand on les mettait en évidence, quand on leur donnait l'importance, là,
Même, je me souviens, il y avait un monsieur à Saint-Clair, il y avait un concours de labour dans le temps-là, les cultivateurs. Puis on avait fait la première page avec un monsieur de Saint-Clair, là, tu sais. Alors, on essayait de plaire aux gens de toutes les couches de la société. Autant le petit peuple là, qui méritait, qui faisait des bons coups à sa façon. Alors, c'est ça qui a fait notre réussite, et puis qui fait qu'on a été heureux, puis que on s'est pas créé d'ennemis, on n'a pas eu tu sais, de mauvaises expériences ou d'être appelé en cours pour des... Non, jamais, jamais, jamais. Mon mari savait trouver des bons journalistes, là, tu sais, qui étaient... évidemment. Puis même, il y en a un, M. Gilles Lesage, il a travaillé à l'Écho quelques mois, puis après ça, il est devenu à Québec, au Journal de Québec. Alors, on a eu Guy Daou, là, qui est encore journaliste sportif. Il a commencé chez nous. C'est un petit gars de Rigaud. J'ai sorti avec ses parents, ses grands-parents. Alors, c'est on est comme une grande famille, tout ça. Alors, ça a été une belle, belle expérience. Puis là, à un moment donné, là, mon mari a vendu parce que là ça devenait trop lourd. On a pris notre retraite. Et puis, il y a 4 ans, on s'est emmené ici. Alors, j'ai été 25 ans à Rigaud, 48 ans à Dorion, on appelle Dorion-Vaudreuil de Pac-Belair, là, Vaudreuil-Dorion, et ici depuis 4 ans. Je suis bien heureuse. Les bons amis, justement, M. Paul qui vient de partir, là, c'est un copain avec nous autres, puis la vie est belle. Tu sais, on est bien. Ah oui. On parlait de votre journal, puis dans le fond, il était offert gratuitement. Oui, il était offert gratuitement. Ça, c'était une fierté pour vous de dire que tout le monde, peu importe la couche sociale, avait le droit de connaître... Bien, c'était une fierté. Ça permettait à tous les gens... Avant, le journal L'Écho était vendu 5 $ par année. Alors, c'est pas tout le monde qui pouvait se permettre de prendre le journal. Et puis, c'était L'Écho, c'est un journal à connotation politique libérale. Alors, tu avais une partie de la population qui n'était pas de ce côté-là. Ça, c'est un respect, là. Alors, ça faisait un journal de clan un peu, là, tu sais. Tandis que nous autres, quand on a dit on part un journal apolitique, sans connotation, Raymond avait toujours dit, je vais parler des bleus autant que des rouges. Dans ce temps-là, c'était les deux façons d'identifier les politiciens du temps, là, tu sais. Parce que quand il travaillait pour l'Écho, à un moment donné, il avait fait sa première page avec un monsieur qui avait gagné à Saint-Clair. Il avait fait la première page, là, tu sais, un concours. Là, les patrons de Paul Gérin-Lajoie le demandent au bureau, ils disent « Pourquoi tu as fait la première page avec ça? » Raymond dit « On cherchait à trouver des nouvelles aussi, pas juste dans Dorion, dans Rigaud, dans les grandes villes, on voulait aller dans le rural. Mais il dit « Ça s'était passé à Saint-Clair, puis ça méritait. » Oui, mais sais-tu que le monsieur qui est là était Union nationale? Raymond dit peu après. Il dit en 2 élections, est-ce qu'on pourrait oublier la politique? Mais à l'époque, là, ça restait là, teinté. Alors, c'est pour ça qu'il a dit, moi, je vais partir un journal gratuit, puis on va parler de tout le monde, sans discrimination aucune, de part et d'autre. Ça a été un succès, ça a bien été, ah oui. Ah oui, à un moment donné, là, au point où l'Écho, comme je vous dis, Raymond est devenu propriétaire, et puis, mais quelques temps après, là, on l'a laissé tomber, puis après, nous avons vendu à Madame... Angèle Provost, Madame Provost, c'est ça. Elle avait sorti première édition entre-temps, qui était notre concurrent, mais elle avait appris chez nous, c'était une ancienne employée. Mais mon mari disait toujours, Angèle a fait ce que j'ai fait à Paul Gérin-Lajoie. J'ai laissé l'Écho pour fonder mon journal, Angèle nous a laissé, écoute, c'est ça, la liberté de presse, hein? C'est ça. Alors... Il y a de la place pour tout le monde. Et puis, c'est une belle étape de ma vie que je regrette pas, puis dont je garde de bons souvenirs. Et puis, on n'a pas eu de litige quelconque à défendre. Ça a toujours été harmonieux, notre affaire. Ça a bien été, oui. Est-ce que vous pensez que notre génération d'aujourd'hui, on s'intéresse un peu moins? Ah oui, un peu moins. Il faut dire que maintenant, la nouvelle, on l'a instantanée.
avec la télévision, avec les téléphones. Dès qu'il sort une nouvelle à travers le monde, on la sait. Alors, les gens n'ont plus besoin peut-être de s'arrêter à lire un journal parce qu'ils se disent, on va l'entendre à la télévision, aux nouvelles de 6 heures, de 10 heures, de minuit, nommez-les toutes. Et puis, s'ils veulent en savoir plus, bien là, ils vont prendre le journal puis ils vont lire l'article de fond en comble, là, tu sais, dans tous ces détails. Alors, non, les gens, maintenant, là, c'est la nouvelle brève, c'est vite, on passe à autre chose. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a un gros séisme, là, puis 2 jours après, c'est un autre qui l'a remplacé, puis c'est triste pareil, parce que un deuil, ils disent qu'il faut le vivre, le deuil, au moins 2-3 jours. Autrefois, c'est ce qu'on faisait. Hein? Puis c'est vrai que quand il y a quelque chose, il faut se donner le temps de le digérer, d'en avoir de la peine, puis de se remonter, de s'encourager, tout ça. Mais ça, c'est la vie qui est comme ça. Alors, faut apprendre à aller vite. Comme on dit, à se revirer sur une scène, comme disaient autrefois les gens, là, tu sais. Est-ce que vous pensez qu'on est une génération un petit peu moins dans l'émotion, justement? On va pas au fond des choses, on est en surface? Bien, il y a beaucoup de surface, mais il y a encore des gens là, qui savent s'émouvoir, qui par leurs paroles, des fois, nous donnent des petites leçons de vie, puis qui viennent nous chercher, différemment peut-être, parce que les gens sont plus capables d'entendre des sermons aujourd'hui, là. Non, ça, là, c'est passé mode, c'est passé mon expression, mais une phrase, une remarque là, bienveillante, des fois, fait autant de bien qu'un grand sermon d'une demi-heure, tout ça. Alors, oui, c'est différent aujourd'hui. La nouvelle, elle vient vite, elle s'en va vite, mais elle est instantanée, puis non seulement dans notre région, mais à travers le monde. Là, alors, dès qu'il se passe quelque chose, tout de suite, moi j'ai une tablette, là, puis je suis en train de jouer aux cartes, puis la nouvelle sort, nous arrive d'en face. Alors, on peut pas ne pas l'oublier. On peut pas ne pas le savoir, là, tu sais. Alors, ceux que ça intéresse, mais ils vont développer, ils vont aller chercher, puis les autres, bien, ils vont dire, on passe à autre chose, c'est tout. À la fin, vous aviez combien? Tu sais, vous avez dit au début, oui. Vous aviez des portes, mais à la fin de la carrière, vous aviez combien de portes à livrer des journaux? Bon, on a commencé à 14 000, mais après ça, on était rendu à 22 000, je pense. Ah oui, ah oui. Alors, là, ça grossissait un peu partout. C'est ça qui était rendu difficile à la fin. Là. Moi, je m'occupais aussi des camelots. Il fallait se trouver des camelots dans chaque ville, dans chaque jour. Puis là, à un moment donné, il y a une madame appelait, elle disait « J'ai pas eu mon journal cette semaine. » Là, on regardait telle rue. Bon, ça, c'était le petit gars. T'appelais le petit gars. « Ben, j'ai lâché. »« Ben oui, mais qu'est-ce que t'as fait des journaux? » « Ils sont là. » Là, je prenais une voiture. J'avais une voiture, là, un station wagon qu'on appelait, là, tu sais. Puis là, je prenais 2-3 de mes amis qui venaient m'aider. Puis on partait, puis on allait récupérer les journaux, puis on faisait la route. Ah non, conscience professionnelle, là. Je me souviens, une fois, on était partis, on était allé à Saint-Zotique, dans le bout de la 65e avenue, passer des journaux parce que le petit gars avait lâché, puis c'était 125 copies. Mais là, 125 personnes qui n'ont pas le journal, je me sentais pas. C'est une question d'honnêteté aussi, tu sais. Tu donnes un produit, bien, rends-le partout où tu peux, là, tu sais. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des failles, il y en a sûrement, tu sais. À un moment donné, ça m'a pris 2 semaines à m'apercevoir qu'un petit gars jetait les journaux dans un boisé pas loin de son chose. Si les gens ne se plaignent pas, moi, je ne sais pas, là, qu'il y a une négligence quelconque. Alors, à un moment donné, j'allais voir, puis là, on a commencé à fouiller, puis les journaux étaient dans un boisé tout trempe, là, parce qu'il n'y avait plus, là. Tout attaché encore avec on avait des attacheurs, là, puis tout attaché là. Mais c'est ça, parce que vous voulez, c'était des jeunes, hein, puis sûrement que sur les 15-20 000 copies, il y en avait peut-être une demi de 1%, mais c'est trop encore, là, tu sais. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est les impondérables de la vie, on peut pas rien faire, là, tu sais. On dit, Seigneur, j'espère que ça durera pas, mais non. On apportait les corrections, puis en général, là, tu sais, je peux dire que j'avais des bons jeunes, là, tu sais, puis il fallait faire les payes à part de ça à chaque semaine.
l'argent. Puis si dans le journal, par exemple, les commerçants, mettons que IGA avait des circulaires, ils nous les faisaient mettre dans le journal. Alors là, l'enfant était payé, mettons une demi-cent du circulaire, plus l'argent du journal. Là, il fallait que je compte ça. J'allais me chercher de l'argent à la caisse populaire, des 10, des 1, des 25 cents, des 10 cents, des 5 cents pour faire l'enveloppe de chacun. Tu sais, c'était un travail de moine, mais ça me fait... Tous les semaines, je le faisais, puis ça me dérangeait pas, puis c'était pas un fardeau. Tu sais, je me disais, les petits gars ont travaillé fort, ils ont droit à une bonne paye, puis il faut leur rendre, puis il n'y a pas de problème. Tu sais. Ah oui, dans ce temps-là, c'était normal. Tu sais, c'était comme ça, puis je me suis jamais rendu malade, j'ai jamais fait de pression ou quoi que ce soit, non. Une bonne santé, puis ça allait bien. Puis comme enseignante, vous avez été enseignante pendant 10 ans. 10 ans. Je crois pas que l'enseignement, selon moi en tout cas, c'est l'enseignement d'autrefois. Est-ce que vous pensez qu'on valorise moins les enseignantes d'aujourd'hui, l'éducation, Ouais, la richesse? Les enseignantes d'aujourd'hui, je trouve qu'elles ont un travail pire que le nôtre, là, à cause des enfants, Autrefois, on connaissait pas ça, des TDAH puis des enfants. Non, là, il y avait peut-être quelques enfants qui faisaient de dyslexie, mais dans ce temps-là, le mot n'existait même pas. Moi, je me souviens, j'avais un cousin, il mélangeait les B, les P, puis je savais pas... c'était lui, c'était comme ça, mais après ça, on a appris le mot. Moi, j'ai commencé à enseigner dans une classe, dans une école de campagne, à 7 divisions, à Rigaud, une petite école là... Mon père venait me reconduire le matin, il venait me chercher le soir à Rigaud. J'avais 7 divisions, puis 32 élèves, là. Alors, c'était... Puis là, je sortais de l'école normale. J'avais 17-18 ans, là, imaginez. À l'école normale, on nous apprenait à préparer une classe d'histoire du Canada pour des élèves de 3e année, là, puis bien structurer notre... Là, tu te réveilles, là, tu as 7 divisions, puis tu as des enfants de la première, puis de la 7e, puis de la 4e, puis du français. C'était l'enfer, c'était l'enfer. Mais on réalisait pas. On faisait travailler les gens de 5e année avec les petits de 2e année. C'était nos petits suppléants qui allaient faire les leçons. En tout cas, on se débrouillait. Sauf que dans les écoles de campagne, quand arrivait la fin de l'année ou le certificat de 7e année, nos petits de 7e année, nous autres, ils se rendaient à Rigaud avec les 7e année des élèves des Sœurs de Sainte-Anne puis des Saint-Viateur, qui, eux autres, avaient une division pendant une année. Ces pauvres petits, on disait, mon Dieu. Mais c'est pas rien. Ils ont réussi quand même. J'ai des élèves qui ont eu des professions, tout ça. On pensait qu'elles s'en sortiraient moins bien, mais c'est le contraire. Elles ont fait leur chemin, puis ça a bien été. Ah oui, je garde des bons souvenirs. Eh mon Dieu, oui. Ah oui, ah oui. Est-ce que vous pensez que quand vous étiez enseignante, vous pouviez enseigner parce que la discipline, le savoir-être des enfants était déjà acquis à la maison? Oui. Il y avait une discipline extraordinaire. Moi, j'ai jamais eu de misère. J'ai jamais eu d'enfants turbulents, effrontés. Non, les enfants étaient obéissants, ça se peut pas. Je me dis, comment ça se fait pendant toutes ces années-là que j'en ai pas eu un petit tannant? Non, on avait une façon de les encadrer, puis on était soutenus par les parents beaucoup. J'ai terminé mes 5 dernières années à l'école à Montréal, dans Pointe-Saint-Charles. J'enseignais une 7e année avec des religieuses. Et puis, il y avait des jeunes filles là, qui terminaient leur cours après leur 7e année, là, tu sais. Mais aucune difficulté, je m'en faisais des amis, des compagnes, puis j'ai pas eu de misère. Puis moi, j'avais 3 religieuses qui enseignaient les 3 autres 7e année, puis j'étais la seule laïque. Puis j'avais peur parce que les religieuses, eux autres, ils ont juste ça à faire, préparer leur classe, corriger leurs choses. Le soir, après souper, s'en vont dans leur classe. Mais nous autres, les jeunes, moi, j'avais une vie de jeune fille à m'occuper, là, tu sais. Mais non, j'ai quand même bien réussi, puis j'ai aimé ça. Tu sais, j'étais dans mon élément, c'est sûr. Parce que enseigner, c'est communiquer. Après l'enseignement, je suis devenue journaliste, une autre forme d'enseignement, de communication. Alors, ça va bien.
Ça va bien. Pour vous, le français, parce que veux pas, en tant qu'enseignante, Ah, en tant que journaliste, ah oui. le français, c'est important. Ah, c'est important. Oui, c'est encore important. J'ai eu du plaisir. Parce que des fois, j'ai une petite fille, là, l'aînée de mes petites filles, elle vient de graduer, elle est bachelière en, je sais pas, là, en économie, quelque chose. Des fois, elle m'écrit des phrases, puis il y a une ou deux fautes, là. Mais là, j'ose pas lui dire, mais ça me titille, là, tu sais. Puis quand il y a une faute en quelque part, là, ça vient me chercher, c'est pas possible, là, tu sais. Mais ça, c'est dans ma nature. Quand on était professeur, à part ça, au journal aussi, on faisait des textes, on les corrigeait, puis il fallait pas qu'il y ait de fautes, hein. Puis on avait des correctrices qui venaient terminer, revoir les pages du journal avant que j'en aille l'impression, là, pour voir s'il n'y aurait pas des petites fautes oubliées. Ah, on était strict là-dessus. On était très strict, là, tu sais. Puis quand il y a une faute pareille à la télévision, des fois, il y a une erreur. Oh boy! Là. Mais que l'erreur est humaine, puis il faut passer par-dessus. Tu sais, c'est pas... Est-ce que vous pensez que les générations nous ont transmis l'importance de notre français? Oui, mais pas assez peut-être. Là, tu sais, là, faut travailler fort. Là, tu sais, ça prend presque des lois provinciales pour protéger notre français, parce que sinon, on se laisserait envahir par les autres langues, non seulement l'anglais, parce que là, on a avec les réfugiés qui arrivent de toutes parts avec des troisièmes langues. C'est pas croyable. Alors, il faut que notre français demeure la priorité au Québec, en tout cas. Puis je pense que M. Legault est l'homme bien placé pour surveiller tout ça. Là. Moi, je pense... J'ai confiance. Là, je parle pas de parti politique, là, je parle du gouvernement comme tel, mais je pense qu'il a pris la situation en main. Puis, moi, en tout cas, je pense que c'est l'homme qui va nous aider à protéger notre français. Là, t'sais. J'en suis bien heureuse. Là, t'sais. Ah oui, ah oui. Puis pensez-vous que notre génération, on est des battants? Ah, je sais pas. Sauf que l'autre fois, on était un groupe, là, puis est arrivé on était 5-6. C'est arrivé un groupe d'anglophones, on s'est tout de même parlé en anglais. Puis moi, l'anglais, je le maîtrise pas très bien, alors là... Ouais, tout le monde s'est mis à parler en anglais parce que le couple ne parlait pas français. Eh, Seigneur! Ça me frustre un peu, là, tu sais. Mais qu'est-ce que vous voulez, il faut... Ou bien eux autres ne parlaient pas, ou bien moi, j'ai pas parlé, tu sais, alors... Mais c'est un fait, là. Évidemment, je suis pour le bilinguisme, là, tu sais, mes petites filles ils n'ont pas été apprendre l'anglais, ils l'ont appris par les films, par la télévision, partout. Maintenant, c'est fréquent, tout ça. Mais mes filles tiennent au français, par exemple. Là. Oui, ça sera jamais... Mais que je voulais, c'est la vie, hein, ça doit être partout à travers le monde. Je pense, je sais pas si les Italiens sont aux prises avec les mêmes problèmes que nous. C'est vrai que nous, au Québec, on est un fief francophone dans une mer anglophone. L'Ontario et le reste du pays, puis les États-Unis, c'est tout l'anglophone. Alors, on est encore bon d'être rendu où on est actuellement, mais faut se tenir droite, là, tu sais, faut ferme, là, tu sais, tenir les cordes et puis se protéger. Parce que le français, d'abord, c'est notre langue maternelle, c'est la langue de nos aïeux, de France, là, tout ça. Pourquoi se battre? Ben, je pense qu'on a toute une fierté. C'est notre fierté. Si on se bat pas, puis on se dit, bon, ben là, moi, je laisse tout tomber, puis je passe à l'anglais. Ben là, si tout le monde fait ça, on va disparaître, puis ça sera pas long. On va ça des fois 3 ou 4 générations, puis on est parti. On regarde la Louisiane, tout ça là-bas, là, tu sais, à un moment donné, il y en avait des Français en Louisiane, mais là, c'est parti parce que la force du grand nombre, tu sais, les gens n'étaient pas assez nombreux pour se battre, pour obtenir des lois de leur gouvernement. Alors ici, on est protégé encore. Est-ce que ce sera comme ça dans 50 ans? Je ne serai plus pour le voir. Ce sera à mes filles et à mes petites filles de se battre à ma place. C'est tout. Ah oui.
Puis, qu'est-ce que vous aimeriez souhaiter à la génération future? Ça serait quoi votre souhait? Ça serait quelle valeur vous aimeriez qui perpétue? Bien, premièrement, qu'elle soit heureuse dans le pays où elle réside, dans la langue qu'elle parle, dans la religion qu'elle en pratique ou pas, mais qu'elle soit bien dans leurs croyances, peu importe lesquelles. Puis qu'elles aient un bon travail, qu'elles soient bien, tu sais, qu'elles puissent s'épanouir, tout s'épanouir dans ce qu'elles sont et dans ce qu'elles veulent ou dans le métier qu'elles choisiront, la profession. Moi, je peux pas demander plus que ça, là. Je les regarde grandir, mes 3 filles. J'ai 2 filles et 3 petites filles. Mon mari disait toujours, moi, j'ai mon harem. Il n'y avait pas de gars, nous autres, dans notre famille. Alors, puis, ils sont près de nous autres. On communique souvent par la tablette. À ce temps, maintenant, on se téléphone, on s'écrit à toute heure du jour ou de la nuit, presque. Ah non, à mes filles, je leur souhaite, c'est ça. Elles sont bien parties. Elles viennent d'entrer toutes les 3 presque sur le marché du travail. Même, il y en a une, la plus âgée, là, elle vient de commencer hier dans un gros trust à Montréal, là, tu sais. Alors, tu sais, là, puis mon mari est mort depuis 2 ans, alors j'ai écrit, j'ai dit, grand-papa est avec toi, puis ça va bien aller. Elle m'a répondu, ma première journée a été un cadeau. Alors ça veut tout dire. Ça, c'est ça qu'on veut. Qu'elles soient bien dans ce qu'elles pratiquent, dans leurs amis, dans leur travail, dans tout, là, tu sais. Qu'elles aient une bonne santé aussi. Tu sais, la santé, ça, c'est un cadeau primordial. Ça, là, si t'as pas la santé, ben t'as de la misère. Tu sais, c'est une bataille de longue durée, ça, hein, quand t'es pas en santé. En tout cas. Je vous remercie énormément. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir.